Bien. Bon, on avance petit à petit. J'essaye de me débarrasser du tableau, puisque pour les gens qui sont dans l'Office 022 et puis pour l'enregistrement et ceux qui sont confinés chez eux, ça pose petit souci. Donc, on va essayer une nouvelle configuration aujourd'hui et j'espère que ça va marcher à peu près. Donc, on en est au 3e cours d'analyse syntaxique. On est arrivé aux grammaires hors contexte et aujourd'hui, on va aborder un gros morceau qui est voir le premier algorithme d'analyse générale. Et pour ça, il va falloir préciser un petit peu sur quel type de grammaire il marche et les conditions dans lesquelles il fonctionne. Et puis évidemment, on verra l'algorithme au final. Donc il y a pas mal de choses à voir, mais l'idée de l'algorithme d'analyse, c'est que on se donne, donc c'est un algorithme général dans le sens où il prend en paramètre une grammaire et un mot. Ce sont des paramètres de l'algorithme. L'algorithme n'est pas construit à partir d'une grammaire, il n'est pas spécifique à une grammaire. On veut qu'il marche pour n'importe quelle grammaire. Donc, la description de la grammaire, c'est un paramètre de l'algorithme. Le mot, c'est un autre paramètre de l'algorithme. Et la question posée, c'est, étant donné la grammaire G et le mot W, est-ce que W est produit par la grammaire G? Donc, on avait discuté un petit peu de ce que ça signifiait jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on avait comme piste, c'était un algorithme qui consistait à générer des mots et à s'arrêter si on trouvait le mot W. Et on avait vu que dans le cas des grammaires non raccourcissantes, donc des grammaires hors contexte, c'était un problème décidable. Ici, on va essayer de se poser la question dans le cadre des grammaires hors contexte. Les grammaires hors contexte, ce qu'il y a de bien avec elles, c'est qu'elles permettent de définir un arbre. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Le fait que la grammaire génère le mot W est équivalent au fait qu'il existe un arbre syntaxique dont la racine est la source de la grammaire et dont le mot des feuilles, c'est le mot W. Donc, la question posée d'analyse devient, est-ce qu'on peut construire un arbre comme ça en utilisant les règles de grammaire, en utilisant les arbres de dérivation atomique et en les combinant ensemble pour trouver un arbre. Éventuellement, on peut en trouver plusieurs. Mais à partir du moment où on en trouve un, on est capable de répondre « oui, le mot appartient au langage décrit par la grammaire ». Donc, l'idée qu'il y a derrière l'algorithme, c'est que si on suppose que S serait écrit en alpha est une règle, et c'est la première règle utilisée, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va avoir un arbre où en haut, il y aura S, il va y avoir le premier niveau de l'arbre qui va avoir alpha, et puis ce alpha, en fait, il est décomposable en un certain nombre de non-terminaux. On va noter X, 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 X. Et ces non-terminaux-là, l'idée qu'il y a là, c'est qu'on va avoir à chaque fois des arbres qui vont partir de ces non-terminaux-là et au final, tout ce qu'on va produire, c'est W. OK?
Donc l'idée qu'il y a là, c'est de se dire, bon, ben, pour construire cet arbre, il me suffit de savoir quelle est la première règle appliquée. Ce S donne alpha. Et puis ensuite, il me faut construire les arbres pour chacun des non-terminaux qui sont dans alpha. Et je veux évidemment pouvoir dominer à chaque fois un découpage de W. OK? Donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc si on suppose que S donne alpha est la première règle utilisée, alpha, en toute généralité, il va comprendre des éléments terminaux et des éléments non terminaux. Donc on peut l'écrire sous la forme U0, X1, U1, X2, U2, X3, etc., jusqu'à UN-1, Xn, Un, où tous les U sont des morceaux de mots terminaux et tous les X sont des non-terminaux. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut pour que ça fonctionne, c'est qu'il suffit plutôt pour que le mot soit générable à partir de S, il suffit qu'il existe n arbres de dérivation de racines xi et de mots des feuilles vi, et il faut au final que le mot W soit égal à U0, V1, U1, V2, etc., etc. C'est-à-dire qu'on arrive à la construction S. Là, il y a le premier niveau de l'arbre. Donc, on a X1, X2, X3. Et si on a X1 qui domine V1, X2 qui domine V2, je ne devrais pas les coller. Donc j'ai V2 ici et V3 là. Si j'ai U0, U1, U2 et U3, eh bien, j'ai bien W. Et ça veut dire que j'ai bien ici alpha, qui est égal à U0, X1, U1, X2, U2, X3, U3, et ça, je peux les effacer ici. Et comme ça, on obtient la construction d'un arbre syntaxique pour W, et on a décomposé le problème. Donc, vous êtes informaticien déjà, vous êtes des apprentis informaticiens, vous devez vous être rendu compte que je suis en train d'essayer de définir un algorithme récursif. Pour construire l'arbre du mot W, je vois que grâce à cette construction-là, je peux me ramener à des arbres, à construire l'arbre du mot V1 à partir de X1, du mot V2 à partir de X2, du mot V3 à partir de X3, etc. Et qu'une fois que j'ai résolu ces sous-problèmes-là, j'ai résolu le problème qui m'intéresse. Donc, je commence à avoir un début, une esquisse d'algorithme récursif pour produire un arbre. Et produire un arbre, si on réussit, ça veut dire que le mot est dans le langage et qu'on sait répondre. Donc, on se dit, c'est bon, on a une solution récursive. En tout cas, on a donné un algorithme récursif qui semble fonctionner. En fait, pas tout à fait. Pourquoi? Pour plusieurs choses. La première chose, c'est que on peut très bien avoir des règles de la forme S
donne x. Hein? Si j'ai une règle de cette forme-là et que j'applique l'idée précédente, qu'est-ce qui se passe? J'ai un arbre de la forme S se réécrit en x, et ensuite x, il va dominer entièrement W. Donc, je n'ai pas réduit mon problème. À la limite, on pourrait dire j'ai changé x, ce qui pourrait revenir à réduire strictement le problème si j'avais un ordre sur les non-terminaux, mais j'en ai pas. Il suffit que dans la règle, dans la grammaire, il y ait une autre règle qui dise x peut se réécrire en s, et on voit qu'on n'a fait que réexprimer le même problème, et on n'a pas une définition récursive, puisqu'il n'y a aucune grandeur, aucune quantité qui a réduit. Le problème n'est pas plus simple. Je vous rappelle que si on veut régler un problème récursivement, il faut être capable de l'exprimer en un ensemble de problèmes plus simples, strictement. Il faut aussi qu'il y ait un ordre newtonien sur le critère que l'on fait réduire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplifier à l'infini. Ça, c'est la deuxième chose en récurrence. Ici, on n'a pas simplifié, on a un problème. Autre problème, si on a une règle de la forme grand X donne epsilon, eh bien, n'importe où, on va être capable de générer un grand X à l'intérieur d'un découpage, puisque ce qui va se passer, c'est que dans cette histoire-là, si on a W qui est égal à une certaine chaîne de caractères, eh bien, on va vouloir la découper de manière à avoir des morceaux d'arbres et ensuite à les monter ensemble. Là, pour le coup, ce genre de règle-là va nous poser problème aussi, puisqu'on va se retrouver à avoir des arbres où il n'y a aucune réduction de la taille de W autour. Si ici j'ai un X, parce qu'il donne epsilon, on voit bien que le fait d'avoir construit ce X-là ne réduit pas la taille de ce qui reste à analyser autour. Et ça pose aussi problème dans une expression récursive telle que celle qu'on s'est donnée. Donc pour l'instant, on a une idée d'algorithme, mais pour l'instant, il ne fonctionne pas. Cette récurrence n'a pas de grandeur qui décroît strictement, et donc, elle ne fonctionne pas informatiquement parlant. Du coup, on se dit, eh bien, il va falloir se débarrasser de ces phénomènes-là qui nous posent souci. Ces phénomènes qui nous posent souci, c'est quoi? Le fait d'avoir une règle qui peut éventuellement boucler sur elle-même, ou une règle simple en général, et puis le fait d'avoir une règle qui s'efface, un nonce terminal qui s'efface, qui se transforme en epsilon. Donc, on va se donner un critère, on va se dire, et si j'oubliais les grammaires qui exhibent ce genre de comportement-là? On se donne donc une définition qui est une notion qui est la notion de grammaire propre. Une grammaire est propre lorsqu'elle satisfait à un certain nombre de conditions. Première condition, si un nom terminal s'efface, c'est-à-dire si un nom terminal X se réécrit en epsilon, alors forcément X c'est la source de la grammaire et cette source de grammaire ne figure pas en partie droite de règle. Donc là, vous avez reconnu un critère qui était le critère d'extension. Donc on accepte les grammaires étendues. Une grammaire étendue peut être propre, mais une grammaire généralisée ne l'est pas.
la généralisation n'est pas acceptée dans cette définition de propreté. La deuxième condition, c'est que pour tous les noms terminaux qui existent dans cette grammaire, aucun d'entre eux ne génère le langage vide. En d'autres termes, on n'utilise pas de noms terminaux qui ne servent à rien. Les noms terminaux qui ne produisent rien ne nous intéressent pas dans une grammaire. Donc, autant ne pas les accepter dans une grammaire. Troisième règle, la grammaire G n'admet aucune règle de la forme grand X donne grand Y. C'est-à-dire, un nom terminal serait écrit en un et un seul autre nom terminal, ou lui-même d'ailleurs. Donc, aucune règle simple. Rien que ça évite déjà d'avoir des cycles dans la grammaire où un nom terminal serait écrit successivement en quelque chose qui, à un moment, devient juste lui-même. Et donc, il existe un nombre de transformations qui ne changent absolument pas, au final, la forme sententielle. Et donc, on interdira ce genre de règle-là. Dernière contrainte, pour tous les noms terminaux, pour tous les symboles, du vocabulaire, qu'ils soient terminaux ou non terminaux, alors, il existe au moins une forme sententielle accessible à partir de S, donc, telle que, donc, on veut que les formes sententielles accessibles, qu'il y en ait au moins une qui contienne le symbole X. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir de symbole qu'il m'est impossible d'obtenir ou d'utiliser dans une forme sententielle. Okay? Là-dedans, il y a différents éléments. La première chose qu'on peut voir, c'est cette question-là, ce critère-là. Ce critère, il dit qu'on interdit des symboles qui ne produisent aucun mot. Ce sont des symboles qu'on appelle improductifs. Donc, on interdit les symboles improductifs. Les symboles qui ne peuvent pas figurer dans une forme sententielle, on appelle ça des symboles inaccessibles. Donc, ces symboles-là, en fait, les improductifs et les inaccessibles, clairement ne participent pas à la construction des mots des langages. Les uns, parce que une fois qu'on les a dans une forme sententielle, ils ne génèrent rien, donc il n'y a plus de mots possibles. Et les autres, parce qu'ils sont là, mais comme on ne peut pas les atteindre, quoi qu'ils génèrent, on ne peut pas les utiliser. Il faut bien voir qu'une grammaire, c'est comme un programme. Dans un programme, vous avez des fonctions que vous n'appelez jamais. C'est du code mort. Quoi que fasse la fonction, comme jamais vous ne l'appelez, vous pouvez l'enlever de votre programme. Et de la même manière, vous pouvez avoir des fonctions qui ne terminent jamais. Et si votre programme est censé se terminer, il ne faut surtout pas les appeler. Donc, ces deux types de comportements, pour les non-terminaux et même pour les terminaux, pour ce qui est de l'accessibilité, sont proscrits. Ce qui est intéressant dans cette définition d'une grammaire propre, c'est que, on va le voir d'ailleurs, n'importe quelle grammaire peut être ramenée à une grammaire propre équivalente.
C'est extrêmement intéressant, ça. Ça veut dire que, quelle que soit la grammaire que vous avez au début, vous pouvez vous débarrasser de cet ensemble de problèmes tout en décrivant le même langage. Ça veut dire qu'il n'y a aucun langage qui est laissé sur le côté si on se restreint à des grammaires propres. Si on n'autorise que des grammaires propres, quel que soit le langage qu'on pouvait décrire avant, on continue à pouvoir le décrire. Donc, travailler avec ce critère, travailler avec des grammaires propres, n'est pas une contrainte en soi. C'est une contrainte sur la description, la grammaire doit être propre, mais ça n'empêche absolument rien. Il n'y a aucun langage que vous ne puissiez décrire avec une grammaire propre s'il était descriptible avec une grammaire en contexte normal. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui? Pourquoi on ne fait pas tout en grammaire propre? Alors, pourquoi on ne fait pas tout en grammaire propre? On va le voir. La raison est assez simple. Ça augmente le nombre de règles. Et le fait de se débarrasser notamment des règles qui sont là, x serait écrit en epsilon, eh bien, ça rend les grammaires un peu plus compliquées. Il est plus simple d'écrire une grammaire où vous avez des epsilons. Et ensuite, de se ramener à une grammaire propre si vous avez besoin de vous ramener à une grammaire propre. Dans l'algorithme d'analyse générale qu'on verra aujourd'hui, il y a nécessité à travailler avec une grammaire propre. Ce sera d'ailleurs même pas suffisant, il faudra des contraintes de plus. Mais il existe des algorithmes pour lesquels le fait que la grammaire ne soit pas propre n'est pas un handicap. On ne les voit pas pour l'instant parce que ce ne sont pas des algorithmes généraux. Donc pour l'instant, on se donne ce critère-là et on va voir qu'il n'y a aucun problème à travailler avec ces grammaires-là parce qu'on peut transformer une grammaire sale, une grammaire qui n'est pas propre, en une grammaire propre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça, il y a 3 étapes. Il y a 3 opérations, en fait. La première opération s'appelle la réduction. Réduire une grammaire, c'est supprimer les improductifs et les inaccessibles. Ensemble, on les appelle les inutiles. Improductifs, ce sont des non-terminaux qui ne génèrent pas de mots, donc dont le langage associé est vide. Et les inaccessibles, ce sont des terminaux ou des non-terminaux que l'on ne peut pas atteindre à partir de S en appliquant les règles. Donc la première chose à faire, c'est de se débarrasser de ça. Ça n'apporte rien au langage, donc de toute façon, c'est une opération relativement simple. Donc là, on donne la définition d'un improductif. L'improductif, c'est celui dont le langage associé est vide. L'inaccessible, c'est celui tel qu'il est impossible de l'obtenir dans une forme sententielle. Ce sont les symboles X qui ne peuvent pas apparaître dans une forme sententielle générée à partir de S. Donc, dans une grammaire, on va se donner un exemple, je pense. Oui, voilà. On va se donner un exemple. Voici une grammaire. Et cette grammaire n'est pas propre. Elle n'est pas propre, pourquoi? Première raison, on a des règles de la forme A d'un epsilon et A n'est pas la source. Deuxième raison, on a... ben non, on n'a pas de règle simple. Bon, j'aurais dû me mettre un exemple avec une règle simple, c'est pas grave. On n'a pas de règle simple. Par contre, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette grammaire-là, regardez ce C-là.
Si vous le transformez, ce C, la seule règle qui s'applique, c'est celle-là. Donc, vous obtenez cette séquence-là, c'est DS. Regardez le D. Le D se transforme en petit d et grand C. Et ce sont les seules règles qui permettent de transformer ces grands C et ces grands D. Donc, assez rapidement, vous vous rendez compte que si vous avez un grand C dans la forme sententielle, vous allez appliquer une règle une fois, vous aurez un grand D dans la forme sententielle, puis vous l'appliquerez la règle une autre fois, vous aurez un C, puis un D, puis un C, puis un D, puis un C, puis un D. Et vous aurez toujours soit un C, soit un grand C, soit un grand D. Donc toujours ce symbole non terminal qui fait que jamais vous ne produirez de mots. Donc ça, c'est un exemple d'un improductif. Il y a d'autres exemples, mais on les verra plus tard parce que ici, on ne le voit pas dans cette grammaire-là. Donc, l'exemple qu'on a ici, on va essayer de revenir dessus pour chacune des étapes. La première étape, c'est réduire la grammaire. Donc, réduire la grammaire, ça va être se débarrasser dans cette grammaire de tous les symboles qui sont inutiles. La première chose qu'on fait lorsqu'on réduit, c'est supprimer les improductifs. Les improductifs, je vous en ai montré, le grand C, il est improductif. Alors évidemment, on ne va pas simplement regarder une grammaire exemple, plisser un peu les yeux et se dire « Ah, C est improductif, c'est évident ». Il va y avoir des choses qui sont évidentes et il va y avoir des choses qui ne sont pas évidentes. C et D ne sont pas les seuls improductifs de cette grammaire. Donc, on va se donner un algorithme pour détecter, pour calculer les symboles productifs. Et cet algorithme, c'est un algorithme relativement simple. C'est un algorithme qu'on appelle un algorithme à stabilité, c'est-à-dire qu'on commence par se dire quels sont les symboles qui sont productifs en zéro dérivation. Donc, les symboles qui sont productifs en zéro dérivation, par définition, ce sont les symboles terminaux. Ils se produisent eux-mêmes. Donc, en zéro dérivation, c'est ça. Puis après, on regarde qu'est-ce qui est productif en une dérivation. Puis ce qui est productif en deux dérivations, etc., etc. Et à un moment, cet ensemble-là va se stabiliser. C'est-à-dire, au moment où vous ne changerez plus l'ensemble des productifs que vous avez calculés, vous aurez un état qui ne peut plus être changé. Vous aurez un ensemble de symboles productifs. Tous ceux que vous n'avez pas dans cet ensemble sont improductifs par définition. Donc ça, si on l'écrit de manière algorithmique, ce n'est pas très compliqué. Oui, on peut le commencer comme ça. Donc, on amorce la pompe en disant que... Donc, on calcule n, et on amorce la pompe en disant, au départ, je n'ai aucun symbole dans mon ensemble d'éléments productifs. Et puis, je vais commencer par mettre tous les éléments qui... voilà. Je vais rajouter dans cet ensemble-là tous les éléments. En fait, il est même... ouais. J'aurais dû le simplifier, cet algo. Il est plus simple que ça. On peut simplement démarrer en disant qu'on rajoute n, qu'on rajoute t, c'est-à-dire l'ensemble des terminaux au début, puisque eux, on sait qu'ils sont productifs. Et ensuite, on rajoute tous les éléments qui se réécrivent en un mot productif, c'est-à-dire un mot qui n'utilise que des symboles qui sont dans n, dans l'ensemble des productifs. Donc cet ensemble de symboles productifs, si on regarde, on va faire, on va rajouter
à chaque étape, à l'ensemble précédent, on va rajouter l'ensemble des symboles qui se réécrivent en un alpha, où alpha est un mot qui ne contient que des symboles terminaux ou des symboles qu'on avait déjà mis dans N, dans le N version précédente. Et on s'arrête lorsque on a stabilité, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des productifs, n'a pas changé. Et le résultat, c'est l'ensemble qu'on a. On va faire ça tout de suite sur l'exemple. Alors, comment on fait ça? Comment on fait une trace de cet algorithme-là? Ben, la première chose, c'est qu'on se donne tous les symboles de la grammaire. Donc, on a S, A, B, C, qu'est-ce que j'ai d'autre? D, E, F, G, H. Ça devrait suffire. Je vais le déplacer. Est-ce que je peux le déplacer? Oui. Je vais le mettre là. Parce qu'il me manque des symboles là qui sont les symboles terminaux. Il faut que je les utilise aussi. Donc en symboles terminaux, j'ai le petit A, le petit B, le petit C, le petit D, et c'est tout. Donc ça, c'est mon ensemble de symboles. La première chose que je calcule, c'est les productifs. Donc l'ensemble des productifs, au départ, il contient A, B, C et D. Donc je dis que j'insère ces éléments dans cet ensemble à l'étape 0. Puis je passe à l'étape 1. Je regarde ma grammaire et j'insère tous les symboles qui se réécrivent en un mot productif. Donc S se réécrit en grand A, grand B. Grand A et grand B ne sont pas dans l'ensemble des productifs pour l'instant. Ou alors en grand C, grand B. Pareil, ni grand C ni grand B sont dedans. Grand A se réécrit en epsilon. Epsilon, c'est bien un mot productif. Donc il appartient bien à N0 étoile. Donc A est considéré productif à l'étape numéro 1. Pareil pour B, puisqu'on a la règle B donne epsilon. Ensuite, grand C, il s'écrit en petit c, grand D, grand S. Le grand D et le grand S ne sont pas productifs. Grand D se réécrit en quelque chose qui contient un grand C qui n'est pas productif. Grand E se réécrit en quelque chose qui contient un grand C et un grand H qui sont productifs ni l'un ni l'autre. F se réécrit en grand C, grand D, pareil. Ce n'est pas un mot qui est productif. Pareil pour F donne CG. Pareil pour G donne CF. Par contre, H se réécrit en petit a. Donc H est productif à la première étape. Étape suivante. Oui. C'est pas à l'étape 0. Non, ce n'est pas à l'étape 0, puisque c'est en une dérivation que l'on obtient epsilon. C'est-à-dire qu'au départ, on a grand A, il faut le dériver une fois pour obtenir un mot. Quand on a petit a, il faut le dériver 0 fois pour obtenir un mot. Donc c'est à l'étape 1. On recommence puisqu'on a changé notre ensemble de productifs. Donc est-ce que S devient productif? Oui, S devient productif parce qu'on a la règle S donne grand A, grand B, et grand A et grand B font partie de l'ensemble des productifs. Donc à l'étape 2, on a grand S qui se rajoute. Est-ce que C se rajoute? Non, puisqu'il y a toujours un D qui n'est toujours pas productif. D ne se rajoute pas non plus parce qu'il contient un C, enfin, il serait écrit en un grand C qui n'est pas productif. E serait écrit en un grand C, pareil. F serait écrit en grand CD ou grand CG, ce n'est pas productif. G serait écrit en grand CF, il n'est pas productif. Les autres l'étaient. Donc on a modifié l'ensemble, on a rajouté S.
on recommence une dernière fois et on se rend compte que on reprend C, toujours pas productif, D, toujours pas productif, E, F, G, toujours pas productif. Donc, à la troisième étape, on n'a pas changé l'ensemble des productifs. On a donc un ensemble de productifs qui est le suivant. Les productifs sont S, A, B, H, petit a, petit b, petit c, petit d. OK? Une fois qu'on a calculé cet ensemble de productifs, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première chose, c'est si S n'est pas dans l'ensemble des productifs, ça veut dire que le langage est vide. Donc, on s'en moque. Un langage vide, il n'admet pas de grammaire propre et ce n'est pas grave, le langage est vide. Donc, on sait répondre à la question, est-ce que W appartient au langage? La réponse est toujours non, dans ce cas-là. Si le langage n'est pas vide, dans ce cas-là, pour tous les symboles qui n'appartiennent pas à l'ensemble des productifs, eh bien, on va supprimer toutes les règles qui impliquent ce symbole-là. Donc, si on reprend notre grammaire, on va nettoyer un petit peu. Et puis, on va effacer toutes les règles qui impliquent les symboles qui sont non productifs. Donc, on va effacer toutes les règles qui impliquent un C. Le E n'est pas productif, donc cette règle-là, on peut l'enlever. Et pareil, cette règle-là, on peut l'enlever. Donc, il nous reste grand S donne AB, A donne epsilon, B donne epsilon, grand A donne grand A petit a, grand B donne petit b grand B. Et H donne petit a. Donc, on a fait notre première étape. Nous venons de supprimer les symboles improductifs de cette grammaire-là. Deuxième étape, on supprime les symboles inaccessibles. Donc, comment on calcule les symboles accessibles? C'est la première étape, c'est de calculer les symboles qui sont accessibles. Les symboles qui sont accessibles, ce n'est pas compliqué. Même principe, algorithme avec stabilité. Donc, on démarre en se disant, par définition, celui qui est accessible, c'est S. Et dès qu'on a une règle qui part d'un accessible et qui le réécrit en quelque chose, ce qu'il y a à droite des règles est accessible. Donc, on calcule ce qui est accessible en une dérivation, ce qui est accessible en deux dérivations, ainsi de suite, jusqu'à stabilité. On y va sur la grammaire. On va le faire sur la grammaire pour laquelle on a supprimé les improductifs. Donc, je pars sur une deuxième étape, que je vais mettre en bleu. J'ai les mêmes symboles, mais par contre, j'ai effacé toutes les règles qui contenaient ces symboles-là. Je démarre mon algorithme en disant, à l'étape 0, mon S est accessible. Et ensuite, je regarde ma grammaire et je regarde ce qui est accessible à partir de cet ensemble-là. À partir de S, je peux accéder grand A et grand B. Donc, grand A et grand B sont accessibles à l'étape 1. Et c'est la seule règle qui réécrive S. Donc, je passe à l'étape 2 et je regarde les grands A et les grands B. Donc, grand A se réécrit en epsilon, bon, ben, on accède à rien de plus. Grand B se réécrit en epsilon, on accède à rien de plus. Grand A se réécrit en grand A petit a. Bon, grand A était déjà accessible, petit a le devient. Donc, petit a devient accessible à la deuxième étape. Grand B permet d'accéder à petit b, puisqu'on peut réécrire un grand B en petit b grand B. Donc, le petit b est accessible à la deuxième étape. J'ai fini
d'étudier tous les nouveaux éléments accessibles. Je recommence un coup et je me rends compte qu'il n'y a aucun nouvel élément accessible. Je suis arrivé à stabilité. J'ai terminé de calculer l'ensemble des symboles accessibles. Et là, on se rend compte que grand C et grand D, qui étaient dans la grammaire, ils ne sont pas, petit c et petit d ne sont pas accessibles, alors que c'était des terminaux de la grammaire au départ, et h non plus. H est inaccessible. Donc, même chose. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a calculé les accessibles? On supprime de grand N et de grand T les symboles qui sont inaccessibles, et on supprime de P les productions qui contiennent un symbole inaccessible. Donc, si on revient sur notre exemple, on va simplement supprimer cette production-là qui contient H. Ma grammaire devient donc S donne grand A, grand B, A donne epsilon ou grand A, petit a, B donne epsilon ou grand B, petit b, grand B. Et cette grammaire n'est pas propre, mais elle est réduite. Elle n'a plus de symbole inutile. J'ai fait ce calcul dans cet ordre-là. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Pourquoi? Regardez un petit peu la grammaire qu'on avait au départ. Au tout début, est-ce que H était accessible? Oui, H était accessible. Il suffisait de l'accéder par C, D, E, S. Le E donnait CH et le H était accessible. Donc, ce qu'on remarque, c'est que avoir supprimé les improductifs a créé des symboles inaccessibles qui ne l'étaient pas avant. Par contre, quand on supprime les inaccessibles, ça ne crée pas d'improductifs. Donc, on le fait dans le bon ordre. Improductif d'abord, inaccessible ensuite. Et dans ce cas-là, on sait qu'on aura bien réduit la grammaire. Si l'on fait dans l'autre sens, la grammaire n'est pas réduite. Étape suivante. Donc, la première chose qu'on fait, c'est la réduction. L'étape suivante, c'est rendre la grammaire epsilon libre. La rendre epsilon libre, c'est enlever toutes les règles qui se réécrivent en epsilon. Donc, la première chose qu'il faut faire pour pouvoir faire ça, c'est calculer l'ensemble des éléments non terminaux qui peuvent s'effacer. Ce n'est pas uniquement ceux qui ont une règle x donne epsilon, mais c'est tous ceux qui peuvent s'effacer en une ou plusieurs dérivations. Donc, même stratégie qu'avant, algorithme qui boucle jusqu'à stabilité et qui calcule l'ensemble des symboles, l'ensemble des symboles qui s'effacent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble n epsilon. Donc, au départ, on suppose qu'aucun symbole ne s'efface. Et à chaque étape, on rajoute des éléments qui ont une règle qui se réécrit en un mot sur l'ensemble des symboles qui peuvent s'effacer. Si une règle a en partie droite un mot qui ne contient que des symboles qui peuvent s'effacer, ça veut dire qu'on peut tous les effacer et que la règle elle-même permet d'effacer la partie gauche. Bon, regardons cet exemple-là sur notre grammaire. Sur notre grammaire, le n epsilon, au départ, c'est l'ensemble vide.
Au départ, c'est l'ensemble vide. Ensuite, on se rend compte que grand A se réécrit en epsilon, ça c'est bien un mot sur l'ensemble vide étoile. Epsilon est bien un mot sur ensemble vide étoile. Donc, on a en partie droite de règle un mot qui s'efface, et en partie gauche, on a A. Donc, A fait partie des symboles qui s'effacent, de même que B. Et ensuite, donc on a A et B à cette étape-là. Ensuite, on a S qui se rajoute. Pourquoi? Parce que S se réécrit en grand A, grand B. Ça, c'est bien un mot sur le N étoile qu'on a calculé jusqu'à maintenant. Donc, S se rajoute à ça. Il n'y a pas d'autres symboles qui se rajoutent ensuite. On est arrivé à stabilité. Voici l'ensemble des N epsilon. Donc, tous les symboles s'effacent dans cette grammaire-là. Reprenons la procédure pour rendre la grammaire epsilon libre. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est calculer l'ensemble des symboles qui peuvent s'effacer. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va construire un nouvel ensemble de règles en remplaçant en partie droite toutes les occurrences d'un symbole de n epsilon par lui-même ou par rien du tout, par epsilon. Évidemment, en faisant ça, on s'interdit d'introduire une nouvelle règle epsilon. C'est-à-dire que si tous les symboles s'effacent, on ne met pas la règle. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a à faire. Puis il y a une deuxième chose qu'il y a à faire, qui est le cas de S. Si S peut s'effacer, il y a quelque chose à faire de spécifique. Donc on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, on va regarder comment ça se passe sur notre grammaire. Sur notre grammaire, on prend toutes les règles de grammaire qu'il y avait dans la grammaire qui est là. Donc, le A donne epsilon, on va l'effacer. Hein? Le B donne epsilon, on va l'enlever. Il nous pose problème, ces deux-là. Ensuite, on a grand A se réécrit en grand A petit a. Comme grand A fait partie des symboles qui s'effacent, eh bien, on va prendre cette règle-là et on va en faire deux variantes. Une où grand A est présente, une où grand A est absent. Pour B, c'est pareil. B s'efface. Comme il est à droite de la règle petit b grand B, on va prendre deux variantes de cette règle-là. Une variante où il y a le B, une variante où il n'y a pas le B. Et puis, comme on a S qui se réécrit en grand A, grand B, eh bien, on va faire une variante où il y a le A et une variante où il n'y a pas le A. Et comme B s'efface aussi, on va faire une variante où il y a le B, c'est la même, c'est celle-là, c'est cette règle-là, qui est là aussi, elle est déjà présente, et une variante où il y a le A, mais sans le B. Et, pour l'instant, on s'empêche de rajouter une règle S donne epsilon qui serait la variante où il n'y a ni le A ni le B. Hein? Mais quand on a plusieurs symboles comme ça, on doit faire toutes les combinaisons possibles. Simplement, on n'efface pas tout en même temps. La dernière étape consiste à dire, ici, dans cette grammaire-là, S fait partie des symboles qui peuvent s'effacer. Donc, je ne peux pas me contenter de cette version-là de la grammaire parce qu'elle est différente de la grammaire précédente. Elle est différente parce que le mot epsilon n'est pas produit par la grammaire que j'ai écrite en bleu, alors qu'elle était produite par la grammaire au départ. Okay? Donc, il faut que j'autorise la grammaire à produire epsilon. Mais comme je veux qu'elle soit epsilon libre, je me contente d'étendre la grammaire, c'est-à-dire de rajouter un nouveau symbole
initial, qui s'appelle S', qui se réécrit en epsilon. Et je sais que S' n'apparaît pas en partie droite de règle, puisque S' est un nouveau symbole. Et je rajoute le fait que S' peut se réécrire en S. Donc la grammaire, au final, c'est celle qui est en bleu, ici. Ça, c'est la grammaire. Une fois que j'ai réduit et rendu la grammaire epsilon libre. Dernière étape. Bon, je l'avais fait sur... j'avais prévu un exemple un peu moins... Donc là, sur cette grammaire-là, je vous... Bah, écoutez, est-ce que je peux copier la notation? Non, je ne peux pas la copier, je pense. C'est pas grave. On fera, donc on va la réécrire très vite. Ça nous donne S' donne S ou epsilon. S donne grand AB ou grand A ou grand B. Grand A donne grand A ou petit a. Et grand B donne petit b. Pardon. Petit b, grand B ou petit b. OK? La dernière étape consiste à supprimer les règles simples. Si vous êtes attentif, vous vous serez rendu compte que l'étape précédente a ajouté des règles simples. C'est pour ça qu'on fait la suppression des règles simples après avoir rendu la grammaire epsilon. Donc la première chose qu'on va faire, c'est pour toutes, on va essayer de tenir compte de toutes les règles simples et calculer un ensemble de noms terminales qui peuvent être accédés simplement à partir d'un autre. Pareil, ça se fait, et là pour le coup, il s'agit d'un ensemble d'ensembles, et ça se construit par stabilité. Donc vous regarderez l'algorithme tel qu'il est écrit plus en détail chez vous. Ce qu'il y a à comprendre, c'est simplement que, en fait, on veut pour chaque symbole savoir quels sont les autres symboles qui sont accessibles de manière simple. Alors, si je le fais sur cette grammaire-là, ce que je vais calculer comme ensemble, c'est que ce qui est accessible à partir de S, c'est grand A et grand B. Puisque j'ai S donne grand A et S donne grand B. Grand A ne me permet pas d'accéder simplement à un autre nom terminal, puisque soit j'ai grand A petit a, soit j'ai petit a. Par contre, j'ai S', lui, il peut se réécrire de manière simple en S. Okay? Donc, S' peut se réécrire en S, et donc en grand A et en grand B, et S peut se réécrire en grand A et en grand B. En fait, c'est ce graphe-là qui m'intéresse. C'est le graphe des réécritures simples. À partir de ce graphe-là, est-ce que je peux donner un peu d'espace? Et à partir de ce graphe-là, qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer les règles simples? Eh bien, ce n'est pas excessivement compliqué. Au lieu d'avoir... En fait, imaginez que c'est un programme. Vous avez une fonction f, et le corps de la fonction, c'est j'appelle la fonction g. Eh bien, ce n'est pas très compliqué de supprimer une fonction comme ça. Il suffit, partout où vous appelez f, d'appeler directement g. Et c'est l'idée qu'il y a là. C'est au lieu d'avoir une règle simple, comme celle
qu'on a là, eh bien, on va dire, tiens, ben c'est un A. Au lieu d'être un A, je vais mettre les parties droites de A. Ça nous donne quoi? Ben, les règles qui ne sont pas simples, on les conserve. Et puis, S donne à B, on la conserve aussi, puisque ce n'est pas une règle simple. Par contre, S donne A, eh bien, au lieu de mettre A, je vais mettre grand A, petit a, ou petit a. Et puis, au lieu de mettre grand B, je vais mettre petit b, grand B, ou petit b. Et ensuite, je transforme S', qui est égal à epsilon, ou grand S, et ce grand S, eh ben, il est là. Je le mets ici. OK? La seule difficulté, parce qu'il y a une difficulté quand même sur cette transformation dans le cas général, la seule difficulté, c'est de la faire dans le bon ordre. C'est-à-dire, si je commence par transformer S' en prenant les parties droites de S, et je prends ça, ben je conserve des règles simples. D'accord? Si j'ai fait les choses correctement, c'est parce que je les ai faites dans le bon ordre. Je les ai faites en remontant dans ce graphe. Si ce graphe est cyclique, ce qui est tout à fait possible, alors je choisis un ordre quelconque et je m'arrange pour ne jamais avoir de règles simples et j'élimine les règles simples petit à petit jusqu'à casser ce cycle-là, jusqu'à n'avoir qu'un cycle en réécriture directe. Si j'ai une règle de la forme S donne grand S, qu'est-ce qui se passe? Elle sert à quoi cette règle? Elle sert à rien du tout, ce n'est pas un productif. S, par ailleurs, peut très bien s'écrire, se dériver autrement. Mais si j'ai cette règle-là, je me contente de l'enlever. Elle sert absolument à rien. Donc, vous voyez qu'on peut supprimer le cycle en faisant un petit pivot de Gauss jusqu'à ce qu'on arrive sur un S donne S, et là, il n'y a plus qu'à l'effacer. OK? Donc, on est arrivé à une grammaire qui est... Alors, je vais la... Je vais l'écrire comme il faut. C'est B dans petit b, pas grand B. Pardon? La deuxième règle que vous avez écrit en rouge. B dans petit b. B dans petit b, où ça? La deuxième règle en rouge. Là, j'ai grand A, petit a. En bas, j'ai B donne petit b, grand B. Oui, après, petit b. Ah, c'est petit b, oui, vous avez parfaitement raison. Hop. OK, donc la grammaire qui est là, est-ce qu'elle est propre? Eh bien non. Pourquoi elle n'est pas propre? Regardez le S. Il est accessible? Ben non, il n'apparaît jamais en partie droite.
il est inaccessible. Ce qu'on vient de voir ici, c'est que rendre la grammaire propre, enfin, ou plutôt enlever les epsilon, ça génère des règles simples. Enlever les règles simples, ça génère des inaccessibles. Donc, la bonne grammaire, c'est une fois qu'on a réduit de nouveau, eh bien, on a enfin une grammaire propre. Je n'ai plus de règle simple, j'ai une seule règle d'un epsilon, mais c'est S, c'est la source, et la source n'apparaît pas en partie droite de règle. Il n'y a pas d'inaccessible, il n'y a pas d'improductif. Maintenant, elle est propre. Monsieur, Oui. pourquoi on n'a pas fait S dans Y directement quand on a introduit l'Y par une nouvelle règle? Parce que quand on fait S d'un epsilon, on n'a pas la garantie que S n'apparaisse jamais en partie droite de règle. Lorsque je génère un nouveau symbole, comme il est nouveau, j'ai la garantie qu'il n'apparaît jamais en partie droite de règle. Donc ça, c'est la suppression des règles simples. Donc si on reprend cette procédure de nettoyage, quelle que soit la grammaire que vous avez au début, en fait, il faut d'abord supprimer les epsilon, puis supprimer les règles simples, puis réduire la grammaire. Pourquoi? Parce que supprimer les epsilon génère des règles simples, supprimer les règles simples génère des inaccessibles. Et donc la réduction, on l'a fait à la fin. Mais en fait, en pratique, et en tout cas quand on le fait à la main, c'est plutôt ça qu'on va faire. On va d'abord réduire la grammaire, c'est ce que je viens de faire. J'ai commencé par réduire la grammaire. Pourquoi? Parce que dans les étapes suivantes, plus ma grammaire est petite, plus c'est facile. Donc je commence par réduire la grammaire. Cette étape n'est pas nécessaire, mais ça rend les choses plus simples. En plus, ce n'est pas une étape bien compliquée quand on a l'habitude. Donc on réduit la grammaire, on supprime les epsilon, on supprime les règles simples, et on réduit la grammaire. On peut oublier de réduire au début, mais on ne peut pas oublier de réduire à la fin. OK? Bien. Petit bilan. Avant de revenir sur l'algorithme, le petit bilan qu'on peut faire ici. On s'est donné des grammaires spécifiques qui sont des grammaires en contexte propre. Et on a montré qu'on pouvait toujours se ramener à une grammaire propre. Il y a des algorithmes pour ça. Donc, on a montré qu'on ne perdait pas de généralité en se restreignant aux grammaires propres. On va reprendre maintenant la discussion sur l'algorithme qu'on avait esquissé. On avait esquissé un algorithme en disant, eh bien, si on est capable de construire un arbre en prenant le haut, eh bien, il suffit de découper le mot et de construire les sous-arbres pour réussir à faire l'analyse. On n'a plus de règles simples, donc les sous-problèmes sont strictement plus petits. On n'a pas d'epsilon règle, donc le nombre de découpages devient fini. Puisque avec des epsilon règles, vous pouvez faire une infinité de découpages, puisque vous pouvez rajouter autant d'epsilon n'importe où dans le mot W. Donc, le nombre de découpages devient fini, les sous-problèmes sont strictement plus petits, on n'a pas d'inutile, ce qui est plutôt bien parce que ça fait moins de règles et de symboles à considérer. Et donc, l'expression récursive qu'on avait esquissée au départ fonctionne maintenant. Elle fonctionne. On pourrait écrire un algorithme récursif disant « Je suis capable de construire un arbre à partir de S en prenant une règle de grammaire qui réécrit S et en trouvant les découpages qu'il faut et en construisant les sous-arbres, j'obtiens un arbre. Si je ne l'obtiens pas, j'essaye avec une autre règle. Et une fois que j'ai épuisé toutes les règles, je sais que je ne peux pas construire le mot.
Et si j'ai trouvé, je sais que je peux le construire. Donc, on a un algorithme récursif qui fonctionne maintenant. Il est bien fondé. Il y a juste un petit problème. Il y a une sacrée combinatoire à essayer les découpages. Si vous avez une règle qui se réécrit en 3 ou 4 symboles non terminaux, ça veut dire que vous allez devoir découper le mot W en 3 ou 4 morceaux et éventuellement essayer tous les découpages possibles pour savoir si vous êtes capable de construire un arbre pour ce morceau-là et ce symbole-là. Donc, il y a une combinatoire qui est vraiment très grande. On va essayer de limiter ce découpage et pour ça, on se dit, et si on ne considérait que des arbres binaires? Des arbres binaires, ça veut dire qu'on se restreint à des grammaires qui ne contiennent que 2 symboles à droite, au pire, et ça porte un nom, ces grammaires-là. C'est une forme de grammaire spécifique qui s'appelle la forme normale de Chomsky. Donc, on se restreint plus que les grammaires propres, on se restreint à des grammaires qui n'ont que 2 symboles à droite. Et ces 2 symboles-là, ça veut dire qu'on va obtenir que des arbres binaires. Et ça change quoi d'obtenir que des arbres binaires? Ben, imaginez que vous avez votre mot W et que vous avez votre S. Eh bien, tout ce que vous allez dire, c'est hop, je vais avoir un X et un Y. Puisque c'est un arbre binaire, j'ai que 2 non terminaux. Et ils vont devoir dominer 2 morceaux de W. Mais ça veut dire que vous allez couper W en 2. Et couper W en 2, c'est pas super compliqué. Ou plutôt, il n'y a pas de combinatoire associé à ce découpage-là. Parce que soit vous découpez en un caractère plus les autres, 2 caractères et les autres, 3 caractères et les autres, etc., etc. Ce qui signifie qu'en fait, si votre mot W a une longueur n, vous avez n-1 découpages possibles. Donc le nombre de découpages devient linéaire lorsqu'on a un arbre binaire. Donc en faisant ça, on limite l'explosion combinatoire qu'on pourrait avoir en exprimant l'algorithme récursif qu'on s'est donné jusqu'à maintenant. On va voir maintenant la forme normale de Chomsky. La forme normale de Chomsky, c'est une forme, on dit qu'une grammaire a la forme normale de Chomsky ou est sous forme normale de Chomsky si toutes les productions sont de l'une des formes suivantes. Il y a grosso modo 2 modèles de production dans ce truc-là. Évidemment, on se donne S, donne epsilon, mais S ne fait pas partie de la partie droite. Ça, c'est si epsilon appartient au mot, on se donne cette règle. Si epsilon n'appartient pas au langage, pardon. Si epsilon appartient au langage, on donne cette règle. Si epsilon n'appartient pas au langage, on ne la met pas. Les autres règles, elles sont de cette forme-là. Soit c'est une règle terminale, c'est-à-dire un non terminal serait écrit en un et un seul terminal. Et la deuxième forme, c'est un non terminal serait écrit en 2, exactement 2 non terminaux. Donc une règle, elle est soit unitaire et terminale, soit binaire et non terminale. Ce qui signifie que les arbres que vous pouvez écrire avec une règle comme ça, les arbres que vous pouvez dessiner avec une règle comme ça, sont strictement binaires, sauf pour la fin. C'est-à-dire qu'ils sont
strictement binaires, sauf au niveau des feuilles, où ils sont strictement lunaires. D'accord? Et donc, on en revient à l'idée du découpage qu'on avait. Ça veut dire que quand on va découper ici, on ne peut pas, on ne peut pas avoir d'epsilon ici. Ça veut dire qu'on a au moins un caractère à droite ou à gauche, et que notre découpage est en effet bien limité. Il y a un théorème qui nous dit que tout langage hors contexte peut être décrit par une grammaire sous forme normale de Chomsky. La preuve du théorème est simple. Si vous avez une grammaire qui n'est pas sous forme normale de Chomsky, il est possible de la transformer en une grammaire sous forme normale de Chomsky qui décrit le même langage. Donc, dès lors qu'un langage est hors contexte, ça veut dire qu'il existe une grammaire quelconque qui le décrit. Vous pouvez prendre cette grammaire, la transformer en forme normale de Chomsky, et vous avez une description en forme normale de Chomsky du langage en question. Okay? Donc, comme le fait d'être propre, cette contrainte-là ne change absolument rien à la puissance d'expression. On se restreint à des grammaires bien particulières, mais toute la puissance d'expression qu'on avait auparavant, on continue à l'avoir. La preuve du théorème, c'est qu'il y a un algorithme de transformation, et cet algorithme, on va le voir. Pour passer en forme normale de Chomsky, la première étape, ça consiste à nettoyer. Pourquoi? Vous voulez avoir des règles qui sont strictement binaires si elles ne sont pas terminales. Donc, vous n'avez pas le droit aux règles epsilon. Le nettoyage vous débarrasse des règles epsilon. Vous n'avez pas le droit non plus aux règles simples, c'est-à-dire à une règle unaire non terminale. Ça tombe bien, le nettoyage vous supprime les règles simples. Donc, la première étape que vous faites, vous nettoyez. La deuxième étape, vous vous débarrassez des terminaux qui se situent en partie droite et qui ne sont pas seuls. C'est-à-dire que si vous avez la règle grand X donne petit a, grand B, petit c, grand D, eh bien, vous rajoutez deux nouveaux symboles non terminaux, A' et C', qui vont respectivement se transformer en petit a et en petit c. Ça, ce sont des règles unaires terminales, donc autorisées dans la forme. Celle-là, elle n'est pas autorisée, mais on a fait un pas vers la forme normale de Chomsky, dans le sens où, auparavant, on avait un mélange de terminaux et de non-terminaux, et maintenant, on n'a plus que des non-terminaux à droite de la règle. OK? L'étape suivante, c'est de binariser les règles qui sont plus longues. Déjà, vous devez vous être rendu compte qu'elles ne peuvent pas être plus courtes que 2, les règles non terminales. Elles ne peuvent pas avoir une longueur 0, puisqu'on ne peut pas avoir l'epsilon. Elles ne peuvent pas avoir une longueur 1, puisqu'on a enlevé les règles simples. Donc, elles ont les règles qui sont déjà binaires, on ne les touche pas. Et les règles qui sont ternaires, quaternaires, etc., les règles qui sont plus longues, on les binarise. Et binariser, ce n'est pas compliqué. Vous prenez le mot qui est à droite, donc ce grand A, grand B, grand C, grand D. Vous dites, je vais le transformer en grand A, et puis ce machin-là, je vais en faire un non terminal que je vais appeler BCD. Donc, je vais noter ce non terminal comme ça. C'est une notation spécifique
d'un et un seul non terminal. Ce n'est pas une règle où il y a plusieurs symboles à gauche. Il n'y a qu'un seul symbole, mais ce symbole, c'est chevron, BCD, chevron. La raison pour laquelle on fait comme ça, c'est que c'est beaucoup plus lisible. X a été transformé en grand A suivi du symbole BCD. Le symbole BCD, c'est un nouveau non terminal que l'on peut transformer en grand B suivi du symbole CD. Et le symbole CD se transforme en grand C suivi de grand B. OK? Vous le faites comme ça, vous binarisez comme ça, et c'est fini. Vous avez, quelle que soit la grammaire de départ, une grammaire sous forme normale de Chomsky. C'est bon? Bien. Alors, on va essayer d'avancer parce que la suite n'est pas si simple. Monsieur, Oui. Est-ce que la grammaire qu'on trouve là est propre? Elle est toujours propre. Une grammaire en forme normale de Chomsky est propre par construction. Enfin, pardon. C'est pas tout à fait vrai. Elle peut ne pas être réduite. Mais une grammaire sous forme normale de Chomsky est une grammaire propre qui a les contraintes en question. Alors, on revient sur l'algorithme d'analyse. L'algorithme d'analyse, on va oublier un petit peu son expression récursive. L'expression récursive que j'ai donnée, finalement, elle est intéressante pour comprendre le principe. Vous partez du haut, vous prenez une règle de grammaire, vous regardez s'il existe un découpage du mot en deux parties qui permet de créer un arbre pour les deux parties de la règle. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez construit votre arbre. Si vous programmez les choses comme ça, ça va exploser. Ce ne sera pas du tout un algorithme efficace. En fait, c'est exactement la même chose que de programmer la suite. Enfin, il ne se passe pas exactement le même phénomène, c'est même pire. Mais l'idée, c'est un peu comme quand vous programmez la suite de Fibonacci. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans un TP ou un autre. Fn égale Fn-1, je ne sais même plus si c'est plus Fn-2. Donc, si vous le faites en récursif, vous allez faire tout un calcul pour calculer Fn-1, tout un calcul pour calculer Fn-2, puis après, vous allez faire une somme. Si vous calculez le coût de ça, c'est gigantesque. Donc ça, c'est un exemple classique d'un algorithme récursif dont le coût est énorme. Ben ici, c'est exactement pareil ce qui se passe. On s'en sort dans la suite de Fibonacci avec une technique qui s'appelle la mémoisation. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'on a déjà fait un appel pour une certaine version de n et on ne le refait pas. On mémorise les appels précédents. C'est une possibilité. Mais en fait, la généralisation de ça, ça s'appelle la programmation dynamique. Ça veut dire qu'au lieu de travailler de manière récursive sur la structure, on va utiliser une table. Et on va construire les choses qu'on est censé construire, on va les construire à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer Fn, et puis de déclencher le calcul de Fn-1 et de Fn-2, on va déjà calculer F0, F1, puis F2, puis F3, puis F4, puis F5. C'est exactement la même chose que quand on fait la suite de Fibonacci. On peut l'exprimer non plus de manière récursive, mais de manière purement itérative. Et c'est exactement ça la programmation dynamique. Et c'est cette technique-là qu'utilise l'algorithme de Koch, qui est un algorithme général qui date des années 60. Alors la datation, elle n'est pas très simple parce que, en fait, cet algorithme a été publié, ou plutôt a été publié sous deux formes. Et Junger et Casami ont publié cet algorithme-là indépendamment l'un de l'autre, même si je crois qu'ils ont travaillé ensuite ensemble chez IBM. Mais il semble que ce soit Koch
qu'il est produit en premier et qu'il ne l'ait pas publié. Donc ça, on en a quelques traces avec il a fait cet algorithme-là sur un coin de nappe dans une conférence à Grenoble d'ailleurs, je crois. Sur un coin de nappe, ils discutaient à plusieurs. C'était une conférence de traitement des langues, donc d'analyse syntaxique. Et puis ils se sont dit, et si on commençait à partir sur de la programmation dynamique? Et puis ils ont pondu cet algorithme-là. Il a été republié des années plus tard par Younger et Kazami. Et du coup, moi je l'appelle algorithme de Koch parce que je pense qu'il a l'antériorité. Vous le trouverez sous le nom de CYK dans la littérature parce que ils se disent les trois l'ont trouvé indépendamment l'un de l'autre. Visiblement, ni Younger ni Kazami n'ont pompé sur Koch ou l'un sur l'autre. C'est effectivement, ils l'ont trouvé indépendamment. Et cet algorithme, on va le faire maintenant. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va accélérer un petit peu. Le principe de l'algorithme, c'est qu'on va analyser, on a une grammaire sous forme normale de Chomsky, donc grammaire binaire. On va analyser le mot W qui s'écrit A1, A2, AN, chaque A étant un symbole terminal. Donc, c'est un mot de longueur n. Eh bien, on va utiliser une matrice triangulaire de taille n par n, où, en fait, ici, vous avez les symboles de W. Donc, en fait, vous écrivez W en abscisse de votre matrice et chaque symbole représentera une cellule de la matrice. Et l'idée de cette matrice, c'est que dans la cellule MIJ, vous aurez tous les symboles qui peuvent dominer un mot AI jusqu'à AI plus J-1, c'est-à-dire un mot de longueur J commençant en AI. En gros, ce qui se passe, c'est que vous allez mettre dans cette matrice-là tous les symboles qui permettent, donc si vous avez X et Y qui permettent de dériver le mot AI plus J-1, eh bien, vous mettez X et Y à l'intérieur de cette cellule. OK? C'est le principe de l'algorithme. Donc, chaque cellule correspond à un morceau du mot. Il correspond au morceau qui commence à l'indice, à l'abscisse de la cellule, et qui a pour longueur l'ordonnée de la cellule. Plus la cellule est haute, plus elle domine un mot qui est long. Si on est capable de remplir cette matrice-là, eh bien, une fois qu'on aura tout rempli, on regardera dans cette cellule-là, est-ce qu'il y a S, oui ou non? S'il y a S, ça voudra dire que S peut être la racine d'un arbre qui domine le mot A1, AN. Donc, le mot W. OK? En fait, cet algorithme, il est relativement simple à comprendre et à écrire, puisqu'en fait, il va se contenter de remplir chacune de ces cellules les unes après les autres, en commençant par le bas. Donc, c'est extrêmement simple et on va en faire une trace. Donc, pour en faire une trace, on prend une grammaire qui est vue en TD, qui est la grammaire des expressions. Je garde que le plus et l'étoile, j'enlève les parenthèses, je l'ai simplifié et je l'ai transformé en une grammaire sous forme normale de Chomsky. Donc ça va, elle n'avait pas de règle simple, elle n'avait pas d'epsilon. J'ai simplement rajouté un nom terminal qui s'appelle plus E, un nom terminal qui s'appelle étoile E, et puis les règles unitaires qui permettent de la transformer en forme normale de Chomsky. Et puis, je vais faire la trace pour A
plus X étoile A. J'ai remis ma grammaire en forme normale de Chomsky en haut, et vous pouvez voir que j'ai dessiné la matrice où on a le mot A plus X étoile A. Et remplir la première ligne, c'est très simple. Pourquoi? Parce que dans la première ligne, vous ne pouvez avoir que des règles unaires terminales. Donc vous regardez, en fait, la grammaire, vous pouvez la séparer en deux parties. Une partie qui est la partie qui est là en bas. Cette partie-là, elle ne servira que sur la première ligne. Et après, elle ne servira plus. Et la partie qui est en haut, elle ne servira que sur les lignes suivantes. Donc sur la première ligne, ce n'est pas hyper compliqué. Qu'est-ce qui peut dominer A? Eh bien, on regarde dans la grammaire. Qu'est-ce qu'il y a A à droite? Il y a E, et c'est le seul. Donc, on peut mettre un E ici. On peut mettre, qu'est-ce qui peut dominer plus? Ben, c'est P. Qu'est-ce qui peut me dominer étoile? C'est le X, pardon. C'est E. Qu'est-ce qui peut dominer l'étoile? C'est M. Et qu'est-ce qui peut dominer A? C'est E. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. C'est un ensemble qu'on a ici. C'est-à-dire que si j'avais une autre règle qui serait écrite en A, par exemple, si j'avais un grand X serait écrit en A, j'aurais E et j'aurais X. Les deux sont possibles. OK? Bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on passe à la deuxième ligne. Pour qu'un mot ici, enfin, je vais le mettre là, pour qu'un mot ici, pour qu'il y ait un nom terminal ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il puisse se découper en un arbre binaire où la première branche est là et la deuxième branche est là. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui serait écrit en EP? Non. Est-ce qu'on a quelque chose qui serait écrit en PE? Oui, on a ce symbole qui s'appelle plus E. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. Est-ce qu'on a quelque chose qui serait écrit en EM? Non. Est-ce qu'on a quelque chose qui serait écrit en ME? Oui, on a étoile, E, qui est là. Donc, on a été capable d'écrire la deuxième ligne. Ça se complexifie un tout petit peu au niveau de la troisième ligne. Donc, on reprend. Au niveau de la troisième ligne, qu'est-ce qui peut... Je vais reprendre une notation. Si j'ai un symbole ici, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire? Il ne peut être là que si il se réécrit en deux parties. Soit il se réécrit en un élément qui est là et qui donc domine ce bout de mot, et en un élément qui domine ce bout de mot qui est là. Donc la première construction possible, c'est celle-là. Je prends mon premier sous-arbre ici, et ce sous-arbre, il domine A+, et puis dans ce cas-là, le deuxième sous-arbre, forcément, il va dominer X, puisque moi, je suis censé dominer A plus X. Donc ça, c'est le premier découpage. Hop. Je vais refaire un tracé dans une autre couleur. Pour le deuxième découpage, ici, je peux avoir une autre hypothèse qui correspond à un autre découpage qui est j'ai ma partie gauche, enfin j'ai la première partie qui domine A, donc il se situe ici, et la deuxième partie qui domine plus A et se situe ici.
Et donc, on voit s'esquisser l'algorithme. Quand on est sur cette cellule-là, on va essayer tous les découpages possibles. Et les découpages possibles, il y en a autant que l'on peut descendre. C'est-à-dire ici, il y en a deux. Il y a le découpage qui est au niveau de la cellule de la ligne 2, donc ça, ce qui forcément s'associe avec l'élément qui est en rouge, et il y a le découpage qui est au niveau de la cellule 1, qui est ici, et qui s'associe forcément avec l'élément qui est en bleu. D'accord? Donc d'un côté, on descend, de l'autre, on remonte en diagonale à partir de la cellule qui est là. Quand on a fait ça, on va le reprendre, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Eh bien, on peut prendre la règle E plus E pour prendre le E qui est là, le plus E qui est là, et ça nous donne un E ici. Par contre, il n'y a rien qui vient de là et de là, puisque je n'avais aucun symbole dans cette case. OK? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Dans cette cellule-là, qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien, soit je prends un élément ici et un élément là. Donc, est-ce que j'ai plus EM à droite d'une règle? Non. Donc ça, ce sont des hypothèses qui ne tiennent pas. Soit je prends un élément qui est là et un élément qui est là, et je ne peux pas puisque je n'ai rien dans cette cellule. Donc ici, je n'ai pas d'élément. Ici, soit je prends un élément là plus un élément là, ça ne me donne rien. Soit je prends un élément là et un élément là, ça me donne E étoile E, et E étoile E, c'est un E. On a donc la troisième ligne, qui est celle-là. On passe à la quatrième ligne. La quatrième ligne consiste à regarder soit un élément comme ça. Déjà, c'est dans 10 minutes qu'on a notre... Il faut composer. Oui. Ok, d'accord. Termine. Donc, on combine lui avec lui, ce qui donne rien. Lui avec lui, ce qui donne rien. Et lui avec lui, ce qui donne rien non plus. Et ensuite, là, on n'a rien non plus, puisqu'on ne va pas pouvoir combiner lui et lui et lui, ni lui, ni lui. Pardon, si on pouvait, avec ce P-là et ce E-là, je pouvais obtenir plus E. Et au dernier coup, eh bien, au dernier coup, vous allez voir que c'est intéressant. Ici, vous pouvez prendre E et plus E, ça vous permet d'obtenir un E là. Mais ce n'est pas le seul découpage. Vous pouvez aussi prendre E et étoile E, et vous obtenez un nouveau E. En fait, le E, vous l'obtenez deux fois. Ce qu'on voit, c'est que l'algorithme de Coq a pu analyser ce mot-là en un coup qui est de l'ordre de n au cube. Quelle que soit la grammaire, ce sera toujours le même coup. Si on a ce qu'il faut pour un accès rapide aux grammaires. Et surtout, même lorsqu'elle est ambiguë.